mais nous méritons l'humiliation parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation à cause de notre responsabilité, à cause de la corruption, parce que nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait pour garantir la dignité. Donc ça répond à la question de... Bonsoir à tous. Allons-nous franchir un cap, un pas dans le conflit à l'est de la RDC ce vendredi avec la signature de l'accord préliminaire de paix entre les ministres rwandais et congolais. Pour en parler, je reçois Christos Mukendi, président du CPG. Bonsoir Christos. Bonsoir. Vous êtes de passage à Paris, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci mon frère. Mais qui a des inquiétudes. moi, j'attendais que vous réagissiez sur les propos quand même du prix Nobel de la paix, lorsqu'il dit que cet accord favorise plutôt à légitimer le pillage des ressources naturelles congolaises et à contraindre la victime à aliéner son patrimoine national. Bon, Christos, c'est quand même fort. c'est très fort ce qu'il dit, mais comme le disait le doyen tout à l'heure, ces inquiétudes sont légitimes. Et ces inquiétudes sont partagées par, je dirais, l'ensemble de notre population. Parce que nous avons vécu dans ces pays-là une humiliation nationale où des gens qui sont entrés dans des maisons, qui ont tué, qui ont violé, qui ont contraint les enfants à violer leur mère. Et après, ces mêmes gens-là reviennent avec les tenues, la tenue des forces régulières. Et c'est eux qui sont maintenant en charge de la protection de ces mêmes civils pour qui ils ont été des bourreaux hier. Et donc, quand on a annoncé qu'il n'y aura plus jamais ces brassages, mixages, tout ça, et que même l'Assemblée nationale a entériné cela, cela a été salué par l'ensemble de la population congolaise et même, on va dire, la classe politique, parce que ça permettait d'arrêter avec un cycle d'impunité et d'arrêter de donner des primes justement pour les morts, tout ça, et arrêter d'encourager les gens à choisir la voie de la violence comme raccourci pour atteindre les sommets du pouvoir. Mais ce qu'il faut préciser sur cet accord, il est différent des autres. On sait que, je vais insister parce qu'il s'agit du prix Nobel de la paix, je connais son combat en faveur des victimes. Cet accord insiste sur la justice. L'accord insiste sur la justice. Parce que sur le point 3, par exemple, lorsqu'on parle de la création d'un mécanisme conjoint pour la sécurité et tout ça, on insiste sur que cela se réfère au CONOPS, c'est-à-dire le plan opérationnel qui avait été discuté à Luanda et qui avait été même signé que le président Kagame devait entériner le 15 décembre. Et le CONOPS prévoit justement, sur le deuxième point du désarmement, il prévoit notamment cette intégration conditionnelle, mais en analysant au cas par cas ceux-là qui sont éligibles, c'est-à-dire évaluation individuelle des cas éligibles, on précise bien à l'intégration ou à la justice. Donc ça veut dire, ces gens-là, comme ils sont, il y en a qui sont éligibles à l'intégration. Je donne l'exemple de nos militaires, par exemple, qui ont été pris en étau à Goma. Nombreux, par force, ont été contraints de rejoindre le camp du M23. Ils n'avaient d'autre choix que de pouvoir y aller parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Il y a les policiers, etc. Tout ça. Ces gens-là, lorsqu'il y aura ces désarmements-là, ils seront dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Est-ce qu'il faut les juger pour haute trahison ou pourquoi? Il faut étudier ces cas-là individuellement. Vous savez, dans chaque rébellion ou dans chaque insurrection, il y a toujours les têtes pensantes qui parfois organisent des massacres, qui parfois organisent les tueries. Mais il y a des jeunes qui ont été recrutés de force à Goma. Il y en a peut-être qui ont été, on va dire, endoctrinés. Vous savez, on a toujours mis en avant le prétexte d'aller sauver les Tutsis, etc. Tout ça. Et je suis même sûr que nombreux de ces jeunes Rwandais-là qui ont été recrutés par le RDF pour les amener au Congo et aller combattre, ils y sont allés de bonne foi, pensant qu'il y a nos frères Tutsis de l'autre côté là-bas de la frontière qui sont tués, qui sont victimes d'un génocide, et j'y vais pour les sauver. Mais à côté, il y en a qui ont organisé ces massacres-là à Kishiché et partout ailleurs. Et donc, l'accord n'a pas jeté la justice. La justice est un point central même de cet accord-là, parce que l'objectif, que ce soit des États-Unis, que ce soit de la RDC, je ne connais pas les objectifs du Rwanda, mais en tout cas, c'est de pouvoir définitivement terminer cette guerre
pour que les investissements qui vont venir, qui vont naître de cette paix-là que nous mettons en place, soient garantis et que ce soit des investissements durables qui savent s'asseoir sur une paix durable et pas seulement sur une paix de fait. Mais il faut vraiment déraciner toutes, on va dire, les racines, toutes les velléités ou tout ce qui peut être conflictogène à l'avenir. Donc, pour mes résumés, on n'a pas mis à côté la justice. Il ne s'agit pas du bradage de où on a vendu nos richesses ou quoi que ce soit, parce que ces minéraux-là sont volés chaque jour et sont volés en versant le sang de nos compatriotes. Si les mêmes hier qui, pour des raisons qui sont les leurs, passer par le Rwanda, et le Rwanda utilisait la méthode du chaos pour voler les minerais, si aujourd'hui les mêmes gens qui étaient derrière le Rwanda s'organisent pour pouvoir les faire par la grande porte, cela est bénéfique pour nos populations et pour nous-mêmes. Il est vrai que c'est une voie de paix par entre guillemets d'humiliation, mais nous méritons l'humiliation parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation à cause de notre responsabilité, à cause de la corruption, parce que nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait pour garantir la dignité. Ça répond à la question du doyen Mavinga lorsqu'il parlait d'un accord de paix pour régler quelques soucis externes ou internes. Donc, vous avez répondu aussi en moitié. Oui, à moitié, mais il y a les deux. Pour l'instant, comme je l'insiste, c'est un débat qu'on aura toujours, mais pour l'instant, l'accord résout, on va dire, c'est un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Ouais. Les problèmes de l'insécurité à l'est du pays viennent principalement de l'extérieur. Parce que le Congo n'est pas le seul pays corrompu, le Congo n'est pas le seul pays qui a des autorités irresponsables, tout ce qu'on peut dire du mal du Congo, mais vous irez dans tous les autres pays, il n'y a pas la guerre. Pourquoi seulement au Congo, les failles de gouvernance ou les difficultés internes ou même les conflits politiques internes doivent amener les pays extérieurs à nous attaquer? Mais c'est tout à fait normal. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Même le président Mobutu disait que le Zaïre n'était pas n'importe quel pays. Sur le plan géostratégique, sur le plan de notre centralité, avec toutes nos richesses stratégiques qui conditionnent le monde. Donc le cœur du monde se trouve au Congo. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous perturber. Je voulais attirer une attention sur une chose par rapport à l'accord. Quel avenir désormais, alors il nous reste 10 minutes, quel avenir désormais pour le M23 et Joseph Kabila? Quand l'accord est signé, parce que c'est tout ce que se posent maintenant les uns et les autres. Bon, je ne vais pas beaucoup commenter sur l'avenir du président Kabila. Encore est-il qu'il est... il doit se rendre à Bukavu. Voilà, il y a eu une procédure judiciaire contre lui. La justice qui l'accuse de tous ces faits qui frôlent la haute trahison a des éléments. Lui aussi, s'il veut clamer son innocence, en a. Comme j'avais dit pour le cas du ministre Mutamba, lui aussi, le président Kabila, il nous a dirigé pendant autant d'années. Avant ça, il était le commandant de la force terrestre dans notre pays. Et donc, il a quasiment passé toute sa vie d'adulte sur le haute sphère de gestion du pays. Et donc, il est de son intérêt de pouvoir donner l'exemple à la postérité et de collaborer avec la justice et de prouver son innocence, de montrer que c'était un malentendu et qu'il était là-bas dans l'intention de pouvoir apporter la justice. Même si, personnellement, ses déclarations, son attitude et tout ce qu'il a dit et fait depuis quelques mois prouve à suffisance qu'il est en collision avec M23 et de les forces extérieures. Donc, ces sujets-là, je laisse ça à la justice et à lui-même le concerner. Pour le M23... Il n'était pas Washington, pas dans le processus de Washington. Qui salue le... M23, ils ne sont pas dans le processus. Non, eux, ils sont à Doha. Et Doha est complémentaire à ce qui s'est fait à Washington. Et Doha ne peut pas bloquer Washington. Et donc, Doha va simplement s'aligner à ce qui s'est fait à Washington. Déjà que certains points de Doha sont mentionnés à Washington. Parce que lorsque nous parlons de groupes armés ici, l'intégration des... leur parrain est à à Washington, le Rwanda. Mais les engagements que prend le Rwanda, on va dire, s'exécutent directement sur ceux qui sont à Doha. Et donc, leur avenir, c'est le désarmement. Ils doivent accepter sans condition d'être désarmés parce que déjà, leur désarmement sera de fait, parce que c'est lui qui les arme
le Rwanda, lorsque le Rwanda va retirer ses militaires, le Rwanda va retirer ses armes, ses équipements sophistiqués, et donc le M23 restera cette coquille vide-là que nous connaissons, et les quelques combattants qui ont été entraînés là-bas ne seront plus payés, ils n'auront plus d'armes, ils n'auront plus de boussole, ils ne seront plus c'est-à-dire, au lendemain de l'accord, on aura quoi? Les territoires occupés reviendront dans le giron de la RDC? Non, il ne faut pas non plus être naïf et que ça se fera automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer là? Voilà, c'est ce que j'ai dit. On ne doit pas penser que ça se fera automatiquement, mais comme je l'ai dit, il fait que ça se fera automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer là? Voilà, c'est ce que j'ai dit. On ne doit pas penser que ça se fera automatiquement, mais comme je l'ai dit, connaissant bien le Rwanda, il va jouer l'horloge parce que cette situation, on va dire, lui est favorable. On sait que les pillages qui s'effectuent là-bas, les taxes qui sont récoltées, etc., tout ça rentre directement dans les caisses du Rwanda. Et donc, il va essayer de jouer la montre pour rester le plus longtemps possible là-bas. Mais comme je le dis, comme il y a la pression des Américains derrière, il y a une pression politique et d'honneur pour le président Trump qui veut s'arroger des victoires ça et là, montrer qu'il amène la paix. Et c'est comme ça que dans sa bouche, lorsqu'il parle de la paix, il ne cesse de parler du Congo et du Rwanda. Il y aura une prochaine grande rencontre prévue en juillet avec le président. Il en a même parlé. Et les deux chefs d'État. Il en a même parlé parce que c'est symbolique pour l'opinion américaine. Il a promis la paix. Il s'est embourbé dans le dossier Russie-Ukraine. Il n'a pas toujours pris les bonnes décisions en Iran, entre l'Iran et Israël. Déjà qu'il est jugé parti parce qu'il est aux côtés d'Israël. Et donc cette victoire à obtenir la paix au Congo est une victoire symbolique. Et après la signature de l'accord, il y aura la pression américaine derrière pour que le Rwanda surtout puisse respecter ses engagements. Et dès lors que le Rwanda a respecté ses engagements, les M23 sont vides. Et s'ils ne s'exécutent pas à temps, le temps fera qu'ils vont s'épuiser. Et même nos forces de l'ordre peuvent user de la force pour pouvoir les déloger. Mais je me tourne vers Christophe. Vous avez une activité bientôt à Kinshasa et à Paris. Et à Paris. Oui, donc c'est 30 juin à Kinshasa. Ce sera à la télévision nationale à partir de 10h. On va parler de ces sujets de l'accord, pas l'accord avec le Rwanda, mais l'accord surtout sur les minerais avec... Il faut inviter le doyen non, il sera ici à Paris avec nous, à l'ambassade le 12. Et donc, on parlera de cet accord-là, et pour notamment évoquer ce que le doyen disait tout à l'heure. Moi, je suis de ceux-là qui prônent toujours la remise en question. Parce qu'il n'y a jamais eu de fatalité dans la vie. Nul n'est fort plus qu'un peuple qui se prend en charge, un peuple qui prend son destin en main. Et si aujourd'hui nous sommes faibles, c'est parce que nous nous sommes d'abord affaiblis de l'intérieur. Parce que comme je l'ai dit, le Congo qui a été légué à nos pères fondateurs par le colon belge, était un Congo fort, c'était un Congo respecté en Afrique et dans le monde entier, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan des infrastructures. C'était pas waouh, mais par rapport à l'époque des indépendances, c'était déjà une base sur laquelle on pouvait faire un bond en avant. Et 65 ans plus tard, on parlerait du Congo qui serait un pays où tout le monde veut immigrer dans ces pays-là. Et si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, c'est parce que, certes, il y a eu la main noire extérieure qui n'est plus si noire que ça, parce que nous savons qui a fait quoi, mais c'est d'abord parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas... Et donc, ça sera le but de ces rencontres? C'est de ces rencontres pour commencer à réfléchir, à regarder de l'avant, pour pouvoir donner un repère à notre génération et à la génération qui arrive, pour que nous puissions restaurer notre vie. En tout cas, nous serons avec vous ici à Paris le 12 juillet à l'ambassade, voilà, pour suivre les discussions. Je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci l'équipe, merci à Moustapha Kantar, réalisation, et bon week-end.